Allô? Ici c'est ma prison. Avant qu'un de mes gars bute un type, il doit me demander. Au centre de détention de Baltimore, il y avait de la contrebande, de la violence et des histoires de gangs. Les détenus pouvaient commanditer des meurtres. On avait besoin de témoins oculaires qui puissent attester des crimes perpétrés. Tout le monde ne peut pas travailler avec le FBI. Je suis prête à m'en charger moi-même. Si vous choisissez le mauvais indique, l'enquête tombe à l'eau. Il leur ordonnait de s'en prendre à ceux qui n'obéissaient pas. Il savait qu'elle était faible, et il savait quoi lui dire. On avait des relations intimes dans sa cellule. Il voulait avant tout rester une figure d'autorité. Je me suis fait assez d'argent pour m'acheter une voiture. Tout le monde paniquait et le temps nous était compté. Il y avait tellement de choses à changer pour éradiquer cette corruption profondément ancrée. Tous les jours, je priais pour que la journée soit calme. Il fallait qu'on les arrête tous en même temps. Police de Baltimore! Je suis l'agent spécial Sarah Lewis. Bienvenue dans FBI, enquête en immersion. En juillet 2007, un horrible meurtre a été commis à Baltimore. Je voudrais pouvoir ramener mon fils à la maison. C'est tout ce que je veux, vous savez. Carl Lackel était père de 3 enfants et avait 38 ans. Il s'était fait tirer dessus dans son allée. À l'époque, c'était l'un des pires crimes qui ait été commis dans cette région. Il n'aurait jamais dû mourir dans de telles circonstances. C'est une mort affreuse. Rien ne le prédisposait à mourir de cette façon. Il n'était en lien avec aucune organisation criminelle qui aurait pu faire de lui une cible potentielle. La fusillade a eu lieu dans le quartier de Rosedale, à Baltimore. C'est une zone résidentielle très calme, où il est rare qu'il se produise des crimes d'une telle violence. Les résidents étaient très inquiets, et ils se demandaient ce qui avait pu pousser quelqu'un à commettre un crime aussi horrible dans leur quartier. Au début, on n'avait aucun témoin, ni suspect. Seulement des gens qui avaient entendu les coups de feu. La police a ensuite appris que Carl Lackel avait été témoin d'un homicide survenu à Baltimore. Un jour, en mars 2006, en rentrant chez lui, il avait vu un jeune homme se faire tirer dessus dans une ruelle. Il avait donc prévenu la police et était resté auprès de la victime en essayant de l'aider. Mais malheureusement, l'homme a succombé à ses blessures. Carl Lackel avait donc aidé la police lors de l'enquête, d'abord en leur donnant une description du tireur, puis en identifiant formellement le suspect, un certain Patrick Byers. À la suite de ça, Patrick Byers avait donc été arrêté et inculpé pour le meurtre de cet homme. Puis il a été incarcéré au centre de détention de Baltimore dans l'attente de son procès. Carl Lackel avait prévu de témoigner à la barre, sauf que Byers a découvert son identité et son adresse en se procurant la liste des témoins de la défense. Et donc, quelques jours avant d'être auditionné, Carl a été tué par balle devant son domicile. J'étais sa mère. Je l'ai mis au monde. J'aurais dû pouvoir le prendre dans mes bras. Il est mort parce qu'il avait accepté de témoigner dans le cadre d'une enquête. Ça a été un choc pour la population. Les gens se demandaient si les actes violents allaient se répéter dans leur quartier. Ils s'inquiétaient, ils se posaient des questions sur leur sécurité. La police a établi que le meurtre de Carl Lackel avait été orchestré par Patrick Byers, le principal suspect, au moyen d'un téléphone portable qu'il avait en sa possession à l'intérieur de la prison. Pour être tout à fait franc, le système pénitentiaire a manqué à ses obligations envers la population. Elle l'a exposé à des risques certains, alors que les personnes incarcérées ne devraient plus être en mesure de présenter un danger pour la société. Mon rôle, c'était donc de savoir qui avait fauté et de rectifier le tir. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'on découvrirait autant de comportements problématiques et de corruption dans cette prison. Les problèmes qu'on a identifiés allaient au-delà de notre domaine de compétences. Il fallait qu'une enquête fédérale soit menée.
Avant, j'étais professeure dans un lycée. J'enseignais les sciences. Au mariage d'une amie, j'étais demoiselle d'honneur. Et l'un des garçons d'honneur était un ancien agent spécial. On discutait, il m'a dit « bosse pour le FBI ». Je lui ai répondu que le FBI ne voudrait pas d'une prof de lycée. Et il m'a dit « Sarah, ils adorent les profs. Vous savez vous organiser et vous avez de l'autorité ». Je n'avais jamais utilisé d'arme à feu. Je n'avais jamais arrêté personne. Mais j'ai postulé. Et 10 mois plus tard, je partais pour Quantico. J'ai intégré une brigade de l'administration pénitentiaire du Maryland où j'assistais à un agent spécial qui travaillait sur la corruption dans le milieu carcéral. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'on entendait constamment parler du centre de détention de Baltimore. C'est là que convergeaient tous les problèmes qu'il y avait dans les prisons à ce moment-là. Il y avait de la contrebande, de la violence et des histoires de gangs. Wendell Frantz supervisait entre autres le centre de détention de Baltimore. Il m'a dit qu'il avait besoin d'aide. Que la corruption était omniprésente dans le système pénitentiaire du Maryland et qu'il fallait agir. Je suis donc allée voir mon supérieur et je lui ai dit que je voulais ouvrir une enquête et me concentrer sur la prison de Baltimore. J'étais ravie de mener ma première enquête. C'est comme lire les premières pages d'un livre. On l'ouvre, on commence à enquêter et on ne sait pas jusqu'où ça va nous mener. Quand j'ai commencé à travailler sur ce dossier, il n'y avait que moi. Je n'avais encore jamais mis les pieds dans une prison et je n'y connaissais pas grand-chose. J'avais encore tout à apprendre. Des gens se faisaient tuer à cause de ce qui se passait au sein de cette prison. Je peux vous dire que ça ne me réjouissait pas d'assigner ce dossier à un seul agent du FBI et d'attendre de cet agent qu'il parvienne à mener seul une enquête aussi complexe que celle-ci. C'était presque insultant. Mais j'avais tort. J'ai rapidement compris que cette affaire allait nécessiter l'aide d'autres agents du FBI. Donc il a été décidé qu'un membre du groupe d'intervention intégrerait l'équipe du poste de police de Baltimore. J'ai été surveillant pénitentiaire pendant 20 ans avant de rejoindre les rangs de la police de Baltimore en 2012. Quand cette enquête a commencé, on m'a demandé de collaborer avec cette brigade du FBI parce que j'avais travaillé dans le milieu carcéral pendant assez longtemps. Je n'avais jamais travaillé au centre de détention de Baltimore, mais je croyais tout savoir des prisons et de ce qu'il s'y passe. J'avais tort. Wendell Frantz nous avait informé qu'un groupe de surveillants pénitentiaires était impliqué dans du trafic de produits de contrebande. Je trouvais ça très choquant. Ces personnes travaillaient pour l'État. Elles avaient prêté serment et accepté de se plier à certaines règles. Quand on apprend ça, on a tout de suite envie d'aller arrêter ces personnes, de les empêcher de continuer. Mais le but de cette enquête était de changer véritablement les choses en essayant de comprendre comment s'articulait cette corruption. Notre premier objectif était donc de savoir qui était impliqué dans ces trafics et comment ils procédaient. L'une des difficultés qu'on a quand on enquête au sein d'une prison, c'est d'amasser suffisamment de preuves. Dans cette affaire, il était donc primordial qu'on bâtisse une alliance solide avec quelqu'un qui connaisse la prison de l'intérieur. On avait besoin d'informations de première main, de témoins oculaires qui puissent attester des agissements et des crimes perpétrés. Mais on savait que si certaines personnes à l'intérieur de la prison apprenaient qu'une enquête avait été ouverte, tout imploserait. Ce serait une catastrophe. C'est moi qui ai choisi le membre du personnel pénitentiaire qui serait notre informateur. Informatrice, en l'occurrence. C'était une femme très indépendante. Un loup solitaire, en quelque sorte. On ne peut jamais être sûr à 100% de son informateur, mais ce sont ces qualités-là qui ont fait qu'à mes yeux, c'était la personne qu'il nous fallait. En 2012, j'étais surveillante pénitentiaire au centre de détention de Baltimore. J'avais prêté serment. J'avais levé la main droite devant toute une assemblée et promis de protéger et de servir ma communauté. Quand on lève sa main et qu'on prête serment, on le fait devant Dieu. Et ça, c'est pas rien pour moi. Très honnêtement, je pense que personne n'oserait prêter serment si c'était pour faire ce que j'ai fait. Monsieur Frantz avait réuni plusieurs personnes au même endroit.
Je me souviens qu'il a prononcé mon nom et qu'il a dit qu'il voulait me parler. Puis il m'a demandé si je voulais bien rejoindre la brigade anticorruption en lien avec le FBI. J'étais sous le choc. Tout le monde ne peut pas travailler avec le FBI. Moi, si on me donne des règles et consignes, je les suis à la lettre. Par exemple, si je tombais sur ma meilleure amie pendant l'enquête, je me comportais comme avec n'importe qui. Quand on a rencontré l'informatrice, il a fallu qu'on noue une relation dans laquelle on pouvait bâtir une confiance mutuelle. J'accorde rarement ma confiance. En partie parce que je mets ma vie en jeu tous les jours. Je ne peux tout simplement pas me confier à n'importe qui. Au début, notre relation progressait lentement. Puis après plusieurs rencontres, on a compris que ça ne pouvait que marcher entre nous. Une fois que l'enquête a débuté, je me suis rendu compte du nombre de personnes que ces individus mettaient en danger. Et ça m'a conforté dans l'idée que j'avais pris la bonne décision. Le rôle de l'informatrice était d'expliquer aux enquêteurs comment les opérations fonctionnaient, mais aussi qui en était à l'origine, afin qu'on détermine qui en étaient les cibles. Si à mes yeux, quelqu'un semblait impliqué, je ne le lâchais plus du regard, comme un faucon. Mais je prenais mes distances pour m'assurer de ne pas devenir une cible potentielle. Elle se mettait dans une situation dangereuse. Elle prenait des risques qu'aucun d'entre nous n'avait jamais pris. C'était un peu dur pour moi. Mais j'ai toujours essayé de rester concentré sur mon objectif, d'avoir toujours une oreille qui traîne et d'ouvrir l'œil pour être au courant de tout ce qui se passait. La rumeur courait qu'une surveillante pénitentiaire avait le nom d'un détenu tatoué sur le corps, celui de Tavon White. Ça m'avait interloqué. Qui irait se faire tatouer le nom d'un détenu? Tavon White était incarcéré dans l'attente de son procès pour tentative de meurtre. J'espérais que la corruption n'était pas aussi grave que ce qu'on avait entendu dire. Mais quand on a découvert que les détenus couchaient avec des surveillantes, on a compris que c'était encore pire. J'ai été abasourdi d'apprendre que des surveillants pénitentiaires avaient le nom de détenus tatoué sur le corps. Je n'y croyais pas. Quand on accepte d'avoir une relation amoureuse avec un détenu, on perd toute autorité sur cette personne. Elle sait que vous êtes enclin à enfreindre les règles établies. C'est à ce moment-là qu'on a cherché à savoir qui était Tavon White. On voulait que notre informatrice fouille sa cellule, ou bien qu'elle fasse des recherches sur les autres surveillants pour essayer de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de la prison. Un jour, dans le cadre de mes fonctions de surveillante, j'ai dû aller fouiller la cellule de Tavon White avec un collègue pour vérifier les dires d'un autre surveillant. Mon collègue est à l'entrée du couloir. J'avance jusqu'à la cellule de White, mais il n'y est pas. Je regarde à l'intérieur et là, d'autres détenus arrivent. Et je leur demande où est White. Et là, ils me disent « Pourquoi ?» Et pendant ce temps, ils avancent tous dans ma direction, chacun depuis une extrémité du couloir. Mon collègue est toujours là et il leur dit de reculer. Sauf qu'ils continuent d'avancer. Aucun surveillant n'est en mesure de me protéger. Et là, sorti de nulle part, Tavon White débarque. Il dit aux mecs de reculer et ils obéissent, dans la seconde. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il suffisait que cet homme dise un mot pour que tous les détenus du couloir où il était se taisent au point qu'on entende les mouches voler. Et là, j'ai compris que cet homme était quelqu'un d'important. Parce que ce silence valait 1000 mots. Quand on a ouvert l'enquête sur le centre de détention de Baltimore, notre objectif était d'abord de savoir quels surveillants étaient corrompus. Mais plus le temps passait, plus on comprenait à quel point Tavon White tenait un rôle central dans le fonctionnement de la prison. S'il n'avait pas été là, elle aurait été bien différente. Donc il était important qu'on en apprenne plus et qu'on réunisse un maximum de preuves incriminant Tavon.
On savait que Tevin White n'était aucunement lié au meurtre de Carl Lackel. Mais vous pouvez me croire, Tevin White pouvait autant tirer les ficelles du centre de détention de Baltimore que Patrick Byers l'avait fait auparavant. En 2012, Baltimore, comme n'importe quelle autre grande ville des États-Unis, était en proie à des guerres de gangs. Sauf que la rue n'est pas leur seul terrain de jeu. Ces guerres s'infiltrent dans les prisons et se mêlent à la vie carcérale. Le gang qui contrôlait les prisons dans notre région était la Black Guerrilla Family. La BGF, comme on l'appelle souvent, est née dans le milieu carcéral en Californie. À l'origine, c'était une organisation destinée à protéger les détenus noirs et afro-américains. Elle défendait les droits des détenus et les protégeait des organes de répression et des suprémacistes blancs. Le trafic de drogue dans les prisons ne faisait pas partie de la philosophie de la Black Guerilla Family à l'origine. Mais si j'en crois ce que j'ai vu, la réalité est tout autre. On parle d'extorsion, d'agression, de meurtre, d'agression sexuelle, de trafic de drogue, de distribution de produits de contrebande. C'est un gang particulièrement violent. Tevin était le chef de la BGF à Baltimore. Il avait été nommé par quelqu'un de la Black Guerilla Family qui avait quitté la prison et qui l'avait choisi pour prendre la relève. J'ai commencé à faire mes propres recherches pour savoir dans quoi je m'étais embarqué exactement et comment je pouvais faire pour toujours avoir ne serait-ce qu'un coup d'avance sur eux. J'avais jamais vraiment pris la mesure du problème avant d'être aussi impliqué. Je ne savais pas à quel point ils pouvaient être violents et à quel point ils se fichaient d'ôter la vie à quelqu'un. Pour eux, c'était tout à fait normal et ça ne les empêchait pas de dormir la nuit. L'un des problèmes de la prison de Baltimore, c'était son emplacement. Elle se trouvait en plein cœur de Baltimore, prise en sandwich par 4 ensembles de logements différents. Bon nombre des employés du centre de détention venaient de ce quartier. Ils connaissaient donc les détenus avant même qu'ils ne soient arrêtés, parce qu'ils étaient allés au lycée ensemble ou s'étaient fréquentés. Les détenus en savaient beaucoup sur eux, et ils savaient aussi où leur famille habitait. Donc quand l'un d'entre eux demandait une faveur à un surveillant, mais que celui-ci disait non, le détenu menaçait de s'en prendre à sa famille. Quand je partais au travail, je me préparais à toute éventualité. Et si les lumières s'éteignent? Et s'il y a une coupure de courant? Je fais quoi? Il faut être capable de survivre. Parce que quand vous passez la porte de cette prison, qui dit que vous en sortirez vivante? La formatrice a pu identifier les surveillantes qui avaient eu des relations inappropriées avec Tevin White. Parmi elles, il y avait notamment une certaine Katera Stevenson. Donc on a décidé qu'il faudrait modifier la liste de ses missions sans pour autant qu'elle comprenne qu'on savait pour Tevin. Rien n'excuse un tel comportement. Absolument rien. C'est une insulte à la profession. Pour moi, quelqu'un qui fait ça est un détenu qui n'a pas le bon uniforme. Il était inconcevable pour moi de travailler avec quelqu'un qui portait le même uniforme, mais dont le seul but était de coucher avec un détenu. Oui, à une époque, j'avais bien un tatouage avec le nom de Tevin. Il était ici, sous la fleur. Je suis entrée dans l'administration pénitentiaire parce qu'il fallait que je trouve du travail et que pour être surveillante, il ne fallait aucun diplôme à part le bac. En général, ils vous embauchent tout de suite. Je me suis dit que si j'étais embauchée maintenant, à 20 ans, ça me permettrait d'avoir une longue carrière et donc d'avoir plus d'avantages en vieillissant. En général, quand on a une relation sexuelle avec un détenu, on se débrouille pour n'être que tous les deux dans la cellule et on met un drap ou une couverture sur la grille. Pendant ce temps, un autre détenu posté devant la cellule fait le guet. Il s'assure qu'aucun surveillant, directeur ou autre ne soit dans les parages. On a ensuite appris que Katera Stevenson et Tevin White ne se contentaient pas de coucher ensemble. Ils avaient aussi monté un petit business. La première fois que j'ai vu Tevin, il n'a pas décroché un mot. Quand on est en sa présence et qu'il parle, il est
Il a une façon de parler assez... Je ne vais pas dire paternelle, mais disons qu'il a une certaine autorité. Alors j'ai commencé à faire affaire avec lui. La première fois que je me suis dit que j'allais faire entrer des trucs dans la prison et que je l'ai vraiment fait, c'est quand il y a eu un problème avec ma paie et que je devais à tout prix payer mon loyer. À l'époque, je voulais avant tout qu'on ait un toit au-dessus de la tête, mon fils et moi. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve de l'argent rapidement pour assurer nos arrières. Je savais que c'était un moyen de subvenir à mes besoins. Alors je suis allée au magasin, j'ai acheté un sac de tabac à $40, je l'ai emporté au travail et je l'ai vendu à quelqu'un. Personne ne m'a forcé à faire entrer de la marchandise. Je l'ai fait de mon plein gré et seulement quand j'en avais envie. Quand on vend des trucs en prison, leur prix double, voire triple. Un sac de tabac, par exemple, vaut entre $29,99 et $39. Mais en prison, avec 4 sacs à $40, on peut se faire $600. Une fois, je me suis fait assez d'argent en une semaine pour m'acheter une voiture. On s'est rendu compte que les surveillants pénitentiaires et les détenus formaient une équipe solide. Les deux corps étaient tellement interconnectés qu'on ne pouvait pas les séparer. Il y avait tellement de choses à changer pour éradiquer cette corruption profondément ancrée. On avait face à nous des détenus, des hommes enfermés. On savait qu'on avait un moyen d'écouter leurs conversations et d'avoir la preuve qu'ils étaient liés à certains surveillants. Donc, on a mis leur appel sur écoute. Allô? Ouais, c'est ça. Et étant donné qu'on ne pouvait pas aller à l'intérieur de la prison et interroger ces individus, ces appels étaient une source d'information cruciale pour nous. Ça va, mec? Tous les appels sont enregistrés. Je n'avais qu'à me connecter et taper le numéro d'un détenu pour écouter ses conversations. C'est une voiture sympa, c'est vrai, mais je préfère la berline. On voulait tomber sur ce que nous, on appelle des pépites, c'est-à-dire des appels où les détenus parlaient des personnes qui faisaient entrer de la drogue. Ce genre d'appel pouvait faire grandement avancer l'affaire. Et il y avait littéralement des centaines d'heures de conversations téléphoniques à écouter. J'avais l'impression de tourner en rond, de faire tout ça pour rien. Bien entendu, notre informatrice continuait de nous fournir des infos. Et donc, au bout d'un moment, on a compris qu'on avait tout intérêt à enquêter sur Kimberly Dennis parce que l'informatrice avait entendu dire qu'elle importait de la marchandise. Kimberly Dennis était une surveillante pénitentiaire ordinaire, mais elle contrôlait toutes les ailes de la prison. Dès que l'indic nous a parlé d'elle, on a entré son numéro de téléphone dans le système et on a commencé à intercepter les appels de détenus qui lui téléphonaient. Allô? Salut. Comment tu vas t'y prendre? La première pépite dont je me souviens, c'est quand elle a dit très distinctement aux détenus qui l'avaient appelée que la marchandise qu'elle avait fait entrer dans la prison allait être déposée dans sa cellule. Ils se parlaient comme deux amis qui se croisent dans la rue et qui se connaissent depuis toujours. Ils disaient « Hey mec, j'ai la cam, je l'ai laissée dans la cellule avec New York. »« Ok, cool, merci. » J'étais tellement content d'avoir intercepté ça que j'ai sauté de ma chaise pour aller prévenir les autres qu'on avait trouvé notre première pépite. Au début, je croyais que les surveillants pénitentiaires avaient monté leur petite affaire criminelle et en tiraient exclusivement profit. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'ils agissaient au nom d'une organisation criminelle bien plus importante. En l'occurrence, ils n'étaient que les intermédiaires de la BGF. On a bien essayé d'écouter les appels de Tevin White, mais il n'y en avait pas. Il n'avait passé que 6 appels depuis le téléphone de la prison, alors qu'il était là depuis plusieurs années. C'était pas logique. Pas logique du tout. Il n'avait même pas tenté de passer des appels. C'est ce qui nous a poussé à croire qu'il avait un portable. On savait qu'il y avait des portables de contrebande qui circulaient dans la prison. Notre objectif, c'était donc de mettre sur écoute celui de Tevin White. Le FBI voulait qu'on attende un peu avant de le mettre sur écoute. Il fallait qu'on obtienne son numéro et qu'on surprenne des appels suspects. Il était primordial qu'on mette ce portable aussi vite que possible sur écoute parce que c'est Tevin qui chapeautait les opérations. Puis, on a découvert que Kimberly Dennis avait un rôle majeur dans cette affaire.
C'était elle la clé pour en apprendre davantage sur les opérations de Tevon au sein de la prison. On a donc décidé de la placer sur écoute afin d'obtenir suffisamment de preuves que Tevon avait un portable. Tu veux en faire 6 par semaine? Je m'étais dit que je ferais lundi, mercredi et vendredi. On a passé beaucoup de temps à enquêter sur Kimberly, surtout au début, parce qu'elle faisait du business quasiment tous les jours. Il y avait plusieurs détenus de la prison de Baltimore pour lesquels elle faisait entrer de la marchandise. J'essaierai de la porter dans un sandwich ou un truc qui rentre dans ma poche. Les surveillants avaient différentes techniques pour faire entrer des produits de contrebande dans la prison. Par exemple, ils les cachaient dans leur orifice, ou bien sous leurs vêtements, ou dans leurs cheveux. C'est comme ça qu'ils les ont, leurs portables. C'est comme ça que je les fais rentrer. La bouffe passe pas au scanner. L'une des particularités de la prison de Baltimore, c'était les équipements de l'entrée principale. Le souci, c'est que les chaussures des surveillants et la nourriture qu'ils emportaient avec eux n'étaient pas vérifiées au scanner. Ils pouvaient donc apporter leur gamelle, y cacher un portable, poser la boîte sur la table, passer sous le détecteur de métaux et récupérer leur gamelle de l'autre côté. Je suis prête à le faire maintenant, si tu veux. Ça me va. Quand quelqu'un est sur écoute, on ne peut pas émettre un mandat d'arrêt parce qu'on l'a entendu dire quelque chose. On doit fournir d'autres preuves. Quand on entendait quelqu'un dire qu'il avait rendez-vous avec un fournisseur pour récupérer de la marchandise ou acheter du tabac, on organisait une filature et on prenait des photos. Comme ça, on pouvait doublement prouver que c'était bien arrivé. Un jour, en écoutant une conversation téléphonique, on a découvert que le demi-frère de Tevon devait retrouver une surveillante pour lui donner de la drogue qu'elle devait introduire à l'intérieur de la prison et revendre pour le compte de Tevon. Il lui a donc donné rendez-vous le même jour, à telle heure et à tel endroit. Nous, on y est allé aussi vite que possible pour essayer de nous installer dans un endroit discret afin de les prendre en photo. Mike et moi, à chaque fois qu'on était en filature ensemble, il se passait toujours quelque chose. C'était toujours une aventure. C'était comme s'ils se donnaient toujours rendez-vous là où on pouvait les voir. C'était génial. Souvent, c'était juste devant notre voiture, peu importe où on se garait. Un jour, on les a vus faire leurs transactions et elle était déjà en uniforme, prête à aller bosser. Il y avait 3 ou 4 marches pour accéder à son Porsche. La surveillante était face à lui sur l'une des marches. J'ai vu l'homme lui tendre quelque chose et elle l'a mis dans sa poche arrière. D'après les conversations téléphoniques qu'on avait interceptées, c'était de la drogue qu'elle avait prévu d'introduire dans l'enceinte de la prison. On était très contents de la façon dont ça s'était passé. C'était super. C'était exactement ce qu'il nous fallait pour prouver qu'il y avait du trafic de drogue dans cette prison. Je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci. Non seulement elle avait un petit ami à l'extérieur, mais en plus elle entretenait une relation avec un autre détenu pour qui elle faisait aussi rentrer des produits de contrebande. Il s'appelait Didi. Je ferai tout ce que je peux pour t'aider. C'est bien la preuve que t'es spécial. Tu m'as dit que tu devais t'occuper de ta mère quand t'étais petite. On savait qu'elle avait eu une enfance difficile de par sa mère et qu'elle avait un fils qu'elle élevait seule. J'avais encore jamais ressenti ça pour personne, je te jure. Les détenus sont toujours à l'affût des surveillants qui semblent plus faibles ou de ceux qui veulent attirer l'attention. T'as un gros poids sur les épaules. Tout ce que je dis, c'est que c'est normal de se sentir débordé parfois. Prends du temps pour toi. Dans cette affaire, le détenu avec lequel elle avait une relation l'avait vue comme une véritable proie. Moi, je vois à quel point t'as du potentiel. Et ce que je voudrais, c'est que tu le vois, toi aussi. T'es très belle, et t'es une bonne personne. Il savait qu'elle était faible, et il savait exactement quoi faire et quoi lui dire. Allô? Allô? Kimberly était l'intermédiaire entre nous et différentes personnes. Elle nous menait à une personne qui nous menait à une autre, qui elle nous menait à Tevon. Répète. J'ai dit OK, va pour cette semaine. C'est maintenant qu'il faut le faire. J'ai des objectifs à atteindre. Lesquels? Mon objectif cette semaine, c'est $2000. On a compris qu'elle faisait entrer énormément de marchandises puisqu'elle disait gagner $2000 par semaine. C'était la preuve qu'elle travaillait avec Tevon pour faire entrer les produits de contrebande. On a donc eu l'autorisation de le mettre sur écoute. On était contents de pouvoir enfin s'infiltrer dans le portable de Tevon. C'était notre objectif depuis le début.
Écouter ces conversations téléphoniques était primordial si on voulait faire avancer l'enquête et identifier toute la chaîne de personnes impliquées dans ce trafic. Sauf que finalement, on a appris que Tavon White allait bientôt être transféré vers une autre prison. L'administration pénitentiaire, dont Wendell Friends, savait que Tavon était un détenu à problème et qu'il était le chef de la BGF. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'on menait une enquête fédérale de notre côté. Transférer Tavon, c'était jeter à la poubelle tout le travail qu'on avait fait. Il était donc crucial qu'il reste au centre de détention de Baltimore jusqu'à la fin de l'enquête. On savait que si Tavon White quittait cette prison, quelqu'un d'autre prendrait la relève et qu'on devrait donc tout recommencer depuis le début. Il aurait dû être transféré et il était resté dans ce centre de détention plus longtemps qu'il ne l'aurait dû. Mais tout le travail qu'on avait fourni pendant presque 1 an pour constituer un dossier d'inculpation suffisamment solide aurait été vain. On ne pouvait pas se permettre de le laisser partir. J'ai donc appelé le tribunal pour savoir quand son nouveau procès devait avoir lieu. Finalement, j'ai réussi à faire en sorte qu'il reste dans cette prison. Il fallait qu'on soit aussi discret que possible, afin de ne pas dévoiler notre jeu. Si Tavon découvrait qu'on le gardait ici parce qu'on avait une enquête en cours, il y avait des chances qu'ils essaient tous de riposter. À vouloir à tout prix démasquer ses complices, on prenait le risque d'être blessé, voire tué. L'un des objectifs premiers du FBI, c'est de lutter contre la violence exercée par les gangs et de faire de Baltimore une ville plus sûre. On voulait régler le problème de la corruption au sein de cette prison. Et si en plus de ça, on pouvait utiliser les conversations téléphoniques de Tavon pour faire baisser la criminalité, alors autant les écouter. Un jour, j'ai intercepté une conversation entre Tavon et sa grand-mère. Et j'ai pris conscience de l'ampleur des défaillances qu'il y avait au sein de cette prison. Attends, Tavon, encore une chose avant que tu raccroches. Est-ce que Jennifer a accouché? Non, pas encore. C'est pour le mois prochain. Elle est censée accoucher en mars? Oui, c'est ça. Jennifer Owens était surveillante pénitentiaire. Elle avait une relation avec Tavon White. Et elle était enceinte de lui à ce moment-là. Dis donc, tout le monde attend un bébé cette année. Ouais. Et l'autre fille, Kéké, elle doit accoucher le 22 février. Ça tombera peut-être le jour de mon anniversaire parce que là, son ventre est énorme. C'est celle qui a une voiture noire. Quand je suis tombée enceinte, personne n'était étonné. Tavon et moi, on a arrêté de se parler quand j'étais enceinte de 3 mois. Je n'étais pas amoureuse de lui. Bien sûr, j'ai beaucoup d'amour pour lui maintenant que j'ai un enfant avec lui. Mais à part ça, je n'ai jamais été amoureuse de Tavon. Tu vois celle qui est allée au spectacle avec Tayon? Oui. Eh ben, figure-toi qu'elle est de nouveau enceinte. Au début, on avait du mal à le croire. Tavon White ne sortait pas avec une, mais avec 4 surveillantes pénitentiaires en même temps. C'était une preuve intangible qu'il avait une certaine emprise sur ces femmes et qu'elle, en retour, elle lui restait loyale. Au point même de devenir mère et d'élever seuls leurs enfants pendant qu'il purgeait le reste de sa peine. Tavon avait besoin de ces femmes pour ses opérations de contrebande, alors il les manipulait. Il se servait d'elles comme il se servait des autres personnes de son entourage. Il voulait avant tout que son affaire continue de tourner et rester une figure d'autorité. Allô? Salut. Un jour, on a intercepté un appel en pleine nuit. Il faut que tu comprennes quelque chose. Cette conversation à elle seule illustrait tout ce qui n'allait pas dans cette prison. Ici, c'est ma prison, tu comprends? C'est moi qui ai le dernier mot pour tout ici. Je déconne pas. Absolument tout passe par moi. C'est Tavon qui décidait de tout. Il le disait lui-même, en ces termes. Tavon White n'hésitait pas à ordonner à ses sbires de s'en prendre à ceux qui n'obéissaient pas, qui lui causaient des problèmes ou qui attiraient l'attention sur la BGF. Il proférait des menaces à l'encontre de leur famille ou des surveillants eux-mêmes. Avant qu'un de mes gars bute un type, tu sais ce qu'il doit faire? Il doit me demander. C'est moi qui leur donne le feu vert ou non, personne d'autre. Avant de planter quelqu'un, ils doivent me demander à moi. On savait que depuis sa cellule, il contrôlait et dictait tout ce qui se passait dans la rue. Il ordonnait qui devait être passé à tabac à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. J'aime pas cette situation. Tu sais ce que je voulais faire? Je voulais me montrer très sévère. Moi, je voulais frapper fort, attaquer.
Et il avait des gens qui travaillaient pour lui et qui allaient chercher les détenus avec lesquels il voulait s'entretenir. Tavon White était capable de créer un climat de peur et d'intimidation à l'extérieur de la prison. On voulait éviter qu'un drame comme le meurtre de Karl Lackel se produise, mais c'était risqué pour nous. S'ils étaient capables de se procurer autant de téléphones portables et de produits de contrebande, ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne fassent entrer une arme à feu dans l'enceinte de l'établissement. Un jour, pendant une fouille, un surveillant a trouvé une pièce d'arme à feu dans une des ailes de la prison. Mais personne n'a jamais trouvé l'autre partie de l'arme. La pièce qu'ils ont trouvée a été remise à quelqu'un de l'extérieur, mais je reste persuadée que l'autre partie était quelque part dans la prison. Mon Dieu. Avec une arme à feu dans une prison, une seule balle suffit à semer le chaos. Les surveillants ne sont pas armés. Alors il suffit qu'un détenu ait un pistolet pour qu'on soit en infériorité numérique. L'histoire aurait été bien différente s'ils avaient récupéré et assemblé les 2 pièces de l'arme à feu à l'intérieur de la prison. S'ils avaient été armés, ils auraient clairement eu l'incendant sur le personnel pénitentiaire. Ça nous a conforté dans l'idée que ce qu'on faisait a été utile. Tavon White avait de plus en plus de facilité à régner sur la prison. Le temps nous était compté. La plupart des surveillants qui faisaient entrer de la marchandise étaient des femmes. Grâce à ses contacts à l'extérieur, Tavon White pouvait facilement savoir à quoi leur vie ressemblait et leur proposer de l'aide. Et en retour, ces surveillants faisaient preuve d'une loyauté sans faille envers lui. Tout ce que je veux savoir, je peux le demander aux surveillantes. Elles peuvent me dire qui est qui et qui fait quoi, tu vois. Quand je veux une info, je me tourne vers mes ennemis. Les surveillantes se confiaient à lui sur l'oreiller. Elles lui disaient qui prenait les décisions, quels étaient leurs horaires. Il fallait qu'on boucle l'enquête parce que ça devenait de plus en plus risqué pour notre informatrice. L'objectif de cette enquête, c'était d'identifier autant de surveillants pénitentiaires corrompus et autant de détenus impliqués dans ce trafic que possible. Organiser les interpellations représentait énormément de travail, car il y avait beaucoup de personnes à arrêter. 25 individus en tout, dont 13 surveillants pénitentiaires. Il fallait qu'on arrête les détenus, les surveillants et les intervenants extérieurs en même temps, pour que personne ne puisse prévenir les autres. La pression était énorme. Quand on a décidé de qui ferait quoi, je me suis porté volontaire pour aller chez Kimberly Dennis parce que je connaissais son quartier comme ma poche. On avait noté tous les lieux d'interpellation sur un panneau. Il y en avait entre 10 et 20. On avait constitué des équipes chargées de faire des perquisitions ou de procéder à des arrestations. Tout le monde avait été briefé et savait ce qu'il devait faire. On n'avait plus qu'à attendre que le quartier général nous donne le feu vert. On est toujours un peu stressé parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est comme si c'était hier. Tout me revient instantanément. Quand ils nous ont appelés pour nous dire qu'il fallait y aller, on est monté dans nos véhicules et on a roulé jusqu'à l'appartement de Kimberly. Puis on a toqué chez elle, mais pas de réponse. On entendait des voix, donc il y avait bien quelqu'un. On s'est préparé à une entrée à haut risque parce qu'il était possible que son petit ami soit armé. On a donc utilisé le bélier, frappé un coup et on est entré. On a hurlé à Kimberly de sortir. Et son petit ami a foncé dans la salle de bain pour essayer de faire disparaître la drogue dans les toilettes en tirant la chasse. Kimberly s'est laissé faire. Elle était assez désinvolte. Je lui ai dit qu'on n'était pas de la police de Baltimore, ni de la police d'État, mais du FBI. Et là, elle a changé de tête. Elle avait le visage fermé. On voyait qu'elle se demandait ce qu'elle allait devenir. Quand ils sont venus chez moi, ils n'ont pas fait de bruit parce que mon voisin les avait prévenus que mes 2 enfants dormaient. Ils m'ont laissé appeler ma mère pour lui dire de venir chercher les petits. Ils m'ont aussi laissé les installer dans la voiture de ma mère, mettre leurs affaires dans le coffre, puis ils m'ont menotté. Je me suis sentie soulagée. Je me suis dit, au moins j'aurais plus à faire tout ça. Je pouvais enfin souffler.
Je ne m'attendais pas à être arrêtée ce jour-là, mais je savais que d'une façon ou d'une autre, je finirais par payer cher ce que j'avais fait. Il faut savoir assumer les conséquences de ses actes. À l'intérieur de la prison, les arrestations ont été faites très tôt le matin. Ils sont entrés dans les cellules et ils ont réveillé les détenus en leur braquant une lampe de poche sur le visage. Certains se sont fait surprendre avec un portable à l'oreille. Entre 20 et 30 détenus ont été interpellés. On les a alignés dans le couloir. C'était la première fois que je voyais Tevin White en chair et en os. J'étais surpris de voir qu'il était si petit. J'en revenais pas. On pourrait croire qu'il fait 1m90, 120 kilos, mais il fait pas plus d'1m75. Je me suis dit, comment ce mec peut-il être le chef de la BGF? Je me souviens qu'après avoir arrêté la dernière personne, j'ai vraiment ressenti cette satisfaction du devoir accompli. J'ai eu le sentiment que je méritais ma place au sein du FBI. Et ça, c'était quelque chose de formidable. Ensuite, on a été ravis d'apprendre que Tevin White avait été l'une des premières personnes à proposer de coopérer avec les enquêteurs. C'était une petite victoire pour nous, parce que c'était le roi dans cette prison, et qu'il allait nous dévoiler tous ses secrets. Police de Baltimore! Grâce aux preuves qu'on avait recueillies, on a pu mener une deuxième vague d'arrestations, au cours de laquelle 19 personnes, dont 14 surveillants pénitentiaires, ont été interpellés. J'étais très heureux pour elle et fier d'elle. Tout le travail qu'elle avait fourni avait largement porté ses fruits. Je lui ai donné une accolade parce que ça avait été long, mais on l'avait fait. Au total, cette enquête a permis l'arrestation de 44 individus. 41 d'entre eux ont été reconnus coupables ou ont plaidé coupables. En 2015, Tevin White a été condamné à 12 ans d'incarcération dans une prison fédérale. J'ai été condamnée à 24 mois de prison. Ça a été une descente aux enfers, mais je ne regrette pas mon passé parce que c'est mon passé qui fait celle que je suis aujourd'hui. Je me suis inscrite à une formation professionnelle pour devenir infirmière. J'essaie de devenir une meilleure version de moi-même. J'ai pris énormément de risques. On m'a plusieurs fois menacé de mort. Mais ça n'a aucune importance parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Au bout du compte, je préfère me battre pour ce qui est juste que de ne rien faire. Et je continuerai de le faire. En 2015, le gouverneur du Maryland a demandé la fermeture du centre de détention de Baltimore et sa démolition. Et c'est ce qui s'est passé. Si vous voulez mon avis, il fallait le détruire à cause de ce qu'il représentait. Alors, je n'étais pas triste de le voir démoli. À la suite de cette enquête, la direction de la sécurité publique et des services pénitentiaires a entamé de vastes réformes dans le Maryland. Avant notre enquête, le fait de posséder un téléphone portable en prison était un délit. Aujourd'hui, c'est un crime dont la sanction est une peine rallongée de 5 ans. Et ça, c'est énorme. Le meurtre de Carl Lackel nous a montré que nous devions sanctionner l'utilisation des téléphones portables destinés à intimider des détenus et à proférer des menaces à l'encontre de leur famille. Même si nous n'avons pas pu vérifier si Tevin White était impliqué dans l'un des meurtres commandités depuis l'intérieur de la prison, cette enquête a permis aux autorités de se pencher sur cette question. Et par effet domino, elle a permis d'endiguer la vague de violence qu'il y avait au sein même des établissements pénitentiaires et dans la rue.